Bonjour et bienvenue dans le premier chapitre de formation VB.NET, langage de programmation exponentielle orienté objet. Dans ce chapitre, on va voir les éléments suivants. Le framework.NET, le type des variables, la conversion de type, la déclaration des variables, les tableaux, chaînes de caractères, les structures conditionnelles et aussi les procédures et fonctions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la plateforme .NET ou le framework.NET? C'est une plateforme qui fournit un ensemble de technologies et des outils facilitant le développement d'applications et propose une solution pour pratiquement tous les types d'applications. Ils permettent de faire des applications Windows classiques, de construire aussi des applications web, des services Windows et des services web. Le framework.NET, il est composé essentiellement du Common Language Runtime et de la bibliothèque des classes et des espaces de nom. Le Common Language Runtime, c'est une base du Net Framework. C'est un moteur d'exécution et gestion de la mémoire. Ils permettent de générer un code qui s'appelle le code manager, ou aussi on l'appelle Microsoft Intermediate Language. C'est un code intermédiaire de tous les langages. Ce code est pris en charge par la machine virtuelle, qui en assure la traduction en instructions spécifiques pour chaque processeur. Aussi, la bibliothèque de classe de framework.NET, il contient un ensemble des espaces de noms et de classes pouvant être utilisés pour le développement. Les espaces de noms les plus utilisés sont les suivants. L'espace système, c'est l'espace de nom racine pour les types de données dans le framework.NET. Il contient notamment la définition de la classe objet, qui est l'ancêtre de tous les types de données de framework.NET. C'est-à-dire que tous les types de données, il appartient à la classe Object. Le système Windows, il contient l'ensemble des éléments permettant la création d'interfaces utilisateur Windows. Le système .web, il contient toutes les ressources nécessaires pour la création d'applications web, avec par exemple les classes de la technologie ASP.NET ou les classes utilisables pour la création des services web XML. Le système .data, il contient un ensemble de classes spécialisées dans l'accès aux bases de données avec le support Ado.NET. Et le système.xml, cet espace de nom contient les classes assurant la manipulation des documents XML. Les types des variables. Les types numériques entiers. On trouve les types entiers signés, le byte, l'octet, short, c'est un entier qui est codé sur 2 octets. Les integers, aussi, c'est un entier signé qui est codé sur 3 octets. Et les langues, ce sont des entiers signés codés de 64 bits. Donc l'ensemble des entiers signés, il contient les valeurs négatives et aussi les valeurs positives. Les types entiers non signés. Le byte, un signe short, un signe integer et un signe long. Il contient que les valeurs positives. Les types décimaux, c'est-à-dire les singles qui sont codés sur 4 octets, les doubles qui sont codés sur 8 octets et les décimales qui sont codés sur 16 octets. Donc on trouve ici les singles et doubles qui contiennent
la virgule. Les types de caractères. Char, c'est le type de caractère. Est utilisé pour stacker un caractère unique. Le type booléen permet d'utiliser une variable qui peut prendre deux états, vrai, faux, oui, non, off, on. Le type date permet de stocker dans une variable les informations concernant une date et une heure. L'affectation se fait en encadrant la valeur par le signe dièse, comme dans l'exemple suivant. Aujourd'hui est égal à dièse 10-25-2005, l'heure 14-58-23 secondes. Les types object. C'est peut-être le type le plus universel de Visual Basic. Dans une variable de type object, vous pouvez stocker n'importe quoi. En fait, ce type de variable ne stocke rien. La variable va contenir non pas la valeur elle-même, mais l'adresse dans la mémoire de la machine, où l'on pourrait trouver la valeur de la variable. Rassurez-vous, tout ce mécanisme est transparent et vous n'aurez jamais à manipuler les adresses mémoire directement. La conversion des types, ça veut dire on va passer d'un type à l'autre. On l'appelle aussi le cast. La conversion de type consiste à transformer une variable d'un type dans un autre type. Les conversions peuvent s'effectuer vers un type supérieur ou vers un type inférieur. Si une conversion vers un type inférieur est utilisée, il risque d'y avoir une perte d'information. Par exemple, si je voulais affecter une valeur de type décimal dans une valeur de type entier, on va perdre la partie décimale. Par exemple, la conversion d'un type double vers un type long fera perdre la partie décimale de la valeur. Conversion vers une chaîne de caractères. Donc on peut faire la conversion par la fonction format. Ils permettent de choisir le format de résultat de la conversion d'une valeur quelconque en chaîne de caractères. Cette fonction attend comme paramètre la valeur à convertir et le format dans lequel vous souhaitez obtenir le résultat. Ce deuxième paramètre est fourni sous forme d'une chaîne de caractères exprimant l'aspect de résultat désiré. Certains formats standards sont prédéfinis, mais il est également possible de personnaliser le résultat de la fonction format si après les paramètres de cette fonction sont présentés. Format de valeur numérique, exemple, currency. Format monétaire, tel que défini dans les options régionales et linguistiques du panneau de configuration du système. C'est-à-dire que lorsque la fonction veut faire la conversion vers une chaîne de caractères, il va prendre le deuxième paramètre qui est le format d'écriture, currency, il va le prendre celle qui est définie dans le système d'exploitation. Exemple, format 12.35 currency. Donc, il va le rendre la valeur 12.35 comme une chaîne de caractères avec le code monétaire. Par exemple, si on a le dollar, il va avoir comme dollar pour le format monétaire. Fixed utilise au moins un caractère pour la partie entière et au moins deux caractères pour la partie décimale d'un nombre. Le séparateur décimal est celui défini dans les options régionales linguistiques du panneau de configuration des systèmes, c'est-à-dire est-ce qu'on aura un séparateur virgule ou point pour les décimales. Donc on va prendre un exemple, format .2 fixed.
La conversion depuis une chaîne de caractères, c'est-à-dire qu'on va convertir une chaîne de caractères vers un nombre. La fonction val permet de concevoir les chaînes de caractères, conversion des chaînes de caractères en valeur numérique. Il lit la chaîne passée comme paramètre jusqu'à rencontrer un caractère autre qu'un chiffre, un espace, une tabulation ou un point. Il transforme ensuite cette portion de chaîne en valeur numérique, en tenant compte des entiers de paramètres de formatage définis au niveau du système, comme par exemple la séparation des milliers. Les caractères AND H ou AND O placés au début de chaîne indiquent que la valeur est exprimée en hexadécimal ou en octal. Exemple, val, donc on va faire la conversion de cette chaîne de caractères en un nombre. Et le AND H, il va tenir compte que ce chiffre, c'est en ce caractère, il est en hexadécimal. Donc la valeur retournée, c'est la conversion de cette valeur en hexadécimal à une valeur décimale. La déclaration des variables. Par défaut, le compilateur Visual Basic considère que toute variable qui paraît dans une application doit avoir été déclarée. Vous pouvez modifier cette option de compilateur en ajoutant dans votre code la ligne suivante. Option explicit off. Si on met cette ligne de code, le compilateur Visual Basic, il ne va pas tenir de déclaration des variables. La syntaxe de déclaration. Généralement, on commence la syntaxe par dim, suivi du nom de variable, as, le type de variable et la valeur d'initialisation. Donc un exemple, dim var as integer égale 3. Donc on a déclaré une variable qui s'appelle var de type entier et on l'a affecté la valeur 3. On remarque que Visual Basic, on ne va pas faire attention point virgule ou virgule de terminaison d'une instruction, d'une ligne d'instruction. Les paramètres encrochés sont optionnels dans la déclaration. Si le type de variable est omis, il aura le type par défaut de Visual Basic, c'est-à-dire Object. C'est-à-dire, si on a oublié de définir le type de variable, le type par défaut, c'est Object. Si la valeur initiale est omise, la variable sera initialisée à 0. S'il correspond à un type numérique, à une chaîne de caractères vide, s'il est du type string, ou à la valeur nothing, s'il est de type object, et à false, s'il est de type boolean. Donc ça, ce sont les valeurs d'initialisation par défaut. La portée des variables. La portée des variables est la portion de code à partir de laquelle on peut manipuler cette variable. Il est fonction de l'emplacement où est située la déclaration et du mot-clé utilisé pour la déclaration. La portée au niveau de bloc. Seul le code du bloc aura la possibilité de travailler avec la variable. Portée niveau procédure. Seul le code de la procédure ou la fonction où est déclarée la variable pourra modifier son contenu. Portée niveau module. Donc, c'est-à-dire que cette portée correspond en fait à une variable déclarée à l'extérieur d'une procédure ou fonction, c'est-à-dire dans un module, dans une classe ou dans une structure. Portée
Niveau namespace. La variable sera utilisable à partir de code faisant partie de même namespace ou espace de nom. Même si ce code est situé dans les modules différents, si vous ne déclarez pas explicitement de namespace dans votre code, il y aura toujours le namespace par défaut. Et on pourra dans ce cas parler plutôt de portée projet. Niveau d'accès des variables. Le niveau d'accès d'une variable se combine avec la portée de la variable et détermine quelle portion de code a le droit de lire et d'écrire dans la variable. Un ensemble de mots-clés permettant de contrôler le niveau d'accès. Il s'utilise à la place du mot-clé dim lors de la déclaration de la variable. C'est-à-dire, on aura l'accès public, c'est-à-dire que les éléments déclarés avec le mot-clé public seront accessibles à n'importe quelle portion du code du projet, c'est-à-dire publiquement accessibles, dans lequel ils sont déclarés, de n'importe quel autre projet référençant celui dans lequel ils sont déclarés. Le mot-clé public ne peut cependant pas être utilisé pour la déclaration à l'intérieur d'une procédure ou fonction. Protected. Ce mot-clé ou protégé. Ce mot-clé protégé est utilisable uniquement à l'intérieur d'une classe. Il permet de restreindre l'accès à la variable, au code de la classe et au code de toutes les classes héritant de celle-ci. Friend. Les éléments déclarés avec ce mot-clé seront accessibles de l'assemblage dans lequel ils sont déclarés. Où ce mot-clé ne peut pas être utilisé à l'intérieur d'une procédure ou fonction. Les énumérations. Une énumération va vous permettre de définir un ensemble de constantes qui sont liées entre elles. La déclaration s'effectue de la manière suivante. Enum, jour, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. And enum. Donc on commence toujours l'énumération par enum et and enum. Donc ce sont des constantes. On ne doit pas les changer. Par défaut, la première valeur de numération initialisée est 0. Les constantes suivantes sont ensuite initialisées avec un incrément de 1, c'est-à-dire si dimanche est égal à 0, lundi va être égal à 1, mardi va être égal à 2, mercredi va être égal à 3, jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6. On peut écrire comme ça. Const dimanche est égal à 0, const lundi est égal à 1, const mardi est égal à 2, const mercredi. Donc on va déclarer des constantes et on va l'initialiser avec les valeurs en incrément de 1. Au lieu de ça, on va faire l'énumération. La séquence d'incrémentation automatique dans une énumération peut être interrompue, voire ne pas être utilisée, comme dans l'exemple suivant. Donc enum Dalton, Joy 158, Jack 163, William 173, Averell 185, and enum. Une fois il est défini, c'est-à-dire l'énumération, une énumération peut être ensuite utilisée comme un type de variable spécifique. Donc c'est une variable qui contient des constantes. Dim type as Dalton, donc on va déclarer une variable type de type enum Dalton. Les seules valeurs que vous pouvez affecter à votre variable type sont celles qui sont définies dans l'énumération, c'est-à-dire les constantes. Type Dalton.joy
Donc, on va accéder à Joy. Console pour Nightline taille. Donc, il va afficher taille. Donc, on va avoir la valeur de Joy. Mais si on va affecter 45 à taille, cela n'est pas faisable. Est interdit. Lorsque vous faites référence à un élément de votre énumération, vous devez le faire précéder du nom de l'énumération comme dans l'exemple précédent. Pour éviter cela, il faut spécifier dans votre code que vous voulez utiliser l'énumération en l'important à l'aide de l'instruction suivante. Exemple, import application.dalton. Il est possible d'utiliser les valeurs contenues dans l'énumération directement, c'est-à-dire taille est égal à Joy. Ça, c'est une énumération et on va l'affecter Joy. Les tableaux. Bon, les tableaux vont nous permettre de faire référence à un ensemble de variables par le même nom et d'utiliser un index pour les différencier. Un tableau peut avoir un ou plusieurs dimensions jusqu'à 32, mais au-delà de 3, on a du mal à se présenter le contenu de tableau. Le premier élément d'un tableau a toujours pour index 0. L'index maximum d'un tableau est spécifié au moment de la déclaration tableau, c'est-à-dire si j'ai mis table index 5, ça c'est l'index maximal, c'est-à-dire que ce tableau il va contenir 6 éléments. Le nombre d'éléments d'un tableau est donc égal au plus grand index plus 1. Tableau a une dimension. Exemple, dim chiffre d'affaires 11 as décimal. Donc c'est un tableau à une seule dimension qui va contenir 12 valeurs. Dim taux TVA as décimal. Donc on n'a pas spécifié les dimensions, le nombre de valeurs comprises dans ce tableau d'une seule dimension. Donc la dimension est connue ou le nombre d'éléments de ce tableau est connu par affectation. Tableau à plusieurs dimensions. La syntaxe de déclaration est similaire à celle d'un tableau, mais à part que l'on doit spécifier une valeur pour le plus grand index de chacune des dimensions du tableau en les séparant par un virgule. Donc, exemple, dim cube 4,4,4 as integer. C'est un cube qui va contenir 3 dimensions et chaque dimension il va contenir 4 éléments. Pardon, 5 éléments. Parce que 4 c'est l'index maximal. On ajoute 1. L'accès à un élément du tableau s'effectue de manière identique en indiquant l'index permettant d'identifier la case du tableau concerné. Exemple, cube 0, 1, 1 égale 52. La syntaxe permettant l'initialisation d'un tableau à plusieurs dimensions au moment de sa déclaration est un petit peu plus complexe. Dim gris as integer. Donc on va déclarer un tableau à 2 dimensions et chaque dimension il va contenir 2 valeurs. Redimensionnement d'un tableau. Donc on peut redimensionner un tableau lors de l'exécution du programme avec l'instruction redim. Donc ça veut dire, lorsqu'on va redimensionner un tableau, on risque de perdre les informations qui sont déjà stockées. Pour ne pas perdre celle-là, donc on doit commencer
où on doit associer à notre instruction redim préserve. Cela est faisable pour un tableau d'une seule dimension, mais il est compliqué pour un tableau à plusieurs dimensions parce que on aura une modification que de la dernière dimension. Manipulation courante des tableaux. Donc on va manipuler un tableau pour obtenir la taille avec la méthode ou la fonction length. On va obtenir la taille d'une dimension avec la fonction getLength qui ont comme paramètre la dimension du tableau pour laquelle l'on souhaite obtenir la taille. Exemple, dim matrice as integer. C'est une matrice à 3 dimensions. C'est une matrice de 2 lignes, 3 colonnes. Donc, on va savoir maintenant comment on peut afficher les dimensions du tableau ou de cette matrice. Donc, dimension de première ligne, première dimension, la taille de première dimension, matrice.getLength 0. Donc, la première dimension, c'est, il va donner ici 3. Et pour la deuxième dimension, il va donner 2. Donc, exemple d'exécution. Obtenir la dimension d'un tableau. La propriété rank d'un tableau renvoie directement la dimension du tableau. Exemple, dim gris as integer. Console.writeLine, ce tableau comporte dimension gris.rank. Donc il va nous renvoyer le nombre de dimensions de ce tableau. Par exemple ici, on aura combien de dimensions? On aura 2 dimensions. Première ligne et deuxième ligne. Rechercher un élément dans un tableau. Donc si on veut rechercher un élément dans un tableau, on a besoin de son index. VB.NET, il propose la fonction indexOf de la classe array qui permet d'effectuer une recherche dans un tableau. Il accepte comme paramètre le tableau dans lequel se fait la recherche et l'élément recherché dans le tableau. La valeur retournée correspond à l'index où l'élément a été trouvé dans le tableau, ou 1 si l'élément ne se trouve plus dans le tableau. Exemple, dim goûter as string. Donc un tableau de chaîne de caractères qui contient pain, beurre, moutarde et confiture. Console ou WriteLine. Donc ça c'est une fonction qui va afficher sur le console. Il prend en argument la valeur à afficher. Array.indexOf goûter motard. Donc on va chercher l'index de la valeur motard dans le tableau goûter. Trier un tableau. Donc pour trier un tableau en Visual Basic, on va utiliser la fonction sort de la classe array qui permettent ou qui assure le tri du tableau qu'elle reçoit en paramètres. Le tri s'effectue par ordre alphabétique pour les tableaux de chaîne de caractères et par ordre croissant pour les tableaux de valeurs numériques. Exemple, dim goûter à string. On va déclarer un tableau de chaîne de caractères, dim plat à string, une chaîne de caractères, et on va trier avec la fonction sort
de la classe array la table goûter. For each plat in goûter. Console.writeLine plat next. Donc cette boucle, il va me permettre de parcourir le tableau goûter et afficher les chaînes de caractères qu'il contient. Résultat, on va avoir les chaînes de caractères triées par ordre alphabétique. Les chaînes de caractères, on aura la variable type string qui permettent de manipuler les chaînes de caractères par votre application. Nous avons le choix entre deux possibilités pour travailler avec les chaînes de caractères, soit en utilisant les fonctions de Visual Basic, soit en utilisant les méthodes de la classe System.string. Affectation d'une variable, d'une valeur à une chaîne. Pour affecter une valeur à une chaîne, il faut la spécifier entre les caractères crochets. Extraction d'un caractère particulier. Pour obtenir le caractère présent à une position donnée dans une chaîne de caractères, l'on peut considérer la chaîne comme un tableau de caractères, ainsi atteindre le caractère souhaité par un index. Exemple, on a chaîne 1, l'hiver sera pluvieux. Console.writeLine, le troisième caractère de la chaîne 1 et chaîne entre parenthèses 2. C'est-à-dire on donne l'index du caractère recherché. Autre solution, mais cette fois en utilisant la propriété char de la classe string. Console.writeLine, le troisième caractère de la chaîne et chaîne 1.char2. Résultat, le troisième caractère de la chaîne est H. L'obtention de la longueur d'une chaîne. On peut obtenir la longueur d'une chaîne par la propriété length de la classe string ou la fonction length de Visual Basic. Toutes les deux retournent le nombre de caractères présents dans la chaîne. Exemple, la chaîne contient le caractère chaîne 1.length ou on peut faire len chaîne 2. Donc c'est une fonction et ça c'est une propriété de la classe string. Résultat, découpage de chaînes. Donc plusieurs solutions sont disponibles en fonction de la portion de chaîne que l'on veut ou l'on souhaite récupérer. Le début de la chaîne, la fonction left renvoie le x premier caractère de la chaîne. Exemple, left chaîne et les 5 premiers caractères du chaîne. Il va renvoyer. Résultat, les 5 premiers chiffres caractères de la chaîne sont libres. Fin de la chaîne. La fin de la chaîne peut être retrouvée par la fonction write qui renvoie le x dernier caractère de la chaîne. Donc, write chaîne et ici le nombre de caractères à rechercher. Une portion quelconque de la chaîne, la fonction mid ou la méthode substring de la classe string retourne une portion de chaîne en fonction de la position de départ et du nombre de caractères à retourner qui leur sont passés. La fonction mid nécessite en plus la chaîne à partir de laquelle va s'effectuer le découpage. Exemple, un morceau de la chaîne mid chaîne 2, 5.
morceau de la chaîne 2, chaîne 2.substring de 5. Donc, on va partir de ça, c'est la partie initiale, et ça, c'est la partie finale aussi, ici. La comparaison des chaînes. Plusieurs solutions sont possibles selon l'objectif à atteindre avec la comparaison de deux chaînes. Si le but est seul de vérifier l'égalité de deux chaînes, vous pouvez utiliser l'opérateur d'égalité égale ou la fonction equal de la classe string. Exemple, if chaîne 1 est égale à chaîne 2, then on va afficher ce message. Ce sont les mêmes. Else, ce n'est pas les mêmes. En utilisant l'opérateur d'égalité. Ou on peut utiliser aussi la fonction equal de la classe string. Exemple, if chaîne1.equal chaîne2, then console.writeLine, ce sont les mêmes. Else, ce ne sont pas les mêmes. Pour réaliser un classement, vous devez par contre utiliser la méthode compare de la classe string ou la fonction string compare. Avec ces deux solutions, les deux chaînes à comparer doivent être passées comme paramètres, parce que ce sont des fonctions. Le résultat de la comparaison est retourné sous forme d'un entier inférieur à 0 si la première chaîne est inférieure à la deuxième, est égale à 0 si les deux chaînes sont identiques et supérieure à 0 si la première chaîne est supérieure à la deuxième. Exemple, select case chaîne1.compare to chaîne2. Case is inférieur à 0. On va afficher le message suivant chaîne1 inférieur à chaîne 2. Case est égal à 0. Donc, on va afficher chaîne 1 est égal à chaîne 2. Case is est supérieur à 0. On va afficher le message chaîne 1 est supérieur à chaîne 2. Donc, la fonction compare to. Il renvoie une valeur soit inférieure à 0 ou égale à 0, supérieure à 0. Les structures. Les structures offrent la possibilité de combiner des données de différents types pour créer un nouveau type composite. Ce nouveau type pourra ensuite être utilisé dans la déclaration des variables comme un type standard de visuel basique. La déclaration d'une structure. La déclaration d'une structure se fait entre les mots-clés structure et structure. Exemple, public structure client. Les variables de la structure, code, nom, prénom et coordonnées. On peut voir des variables de types différents ici. Les membres d'une structure peuvent être eux-mêmes des variables de type structure. Dans l'exemple précédent, la variable coordonnée peut être décomposée sous forme d'une structure de type adresse. Exemple, structure adresse, numéro, rue, code postal, ville. Structure client, code, nom, prénom et coordonnées as address. Aussi, les structures acceptent également des procédures ou fonctions comme membres. Ils sont généralement utilisés pour manipuler les variables membres de la structure. Exemple, public structure adresse, public numéro, rue, code postal, ville. Et aussi, on va déclarer et définir une fonction qui s'appelle getAddress et qui renvoie une valeur string. On va voir qu'est-ce que ça veut dire la déclaration et la définition des fonctions par la suite. Structure. Utilisation des structures. Les structures sont utilisées comme les types de données classiques.
il convient au préalable de déclarer une variable de type structure. Exemple, dim client 1 as client. Donc on va déclarer une variable client 1 de type structure client. Par la suite, cette variable permet d'accéder aux membres de la structure grâce à l'opérateur point appelé opérateur d'accès. Exemple, client.code, client.nom et client.prénom. Donc on va affecter ces valeurs aux propriétés du client. Les opérateurs. Les opérateurs d'affectation. Le seul opérateur disponible dans cette catégorie est l'opérateur d'égal. Il permet d'affecter une valeur à une variable. Les opérateurs arithmétiques, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division entière, le modulo et la puissance. Les opérateurs binaires, AND, OR, XOR, NOT. Exemple, 54 et 255. C'est une opération binaire qui vaut 45. Le OU binaire, on va effectuer l'opération de OU binaire entre les deux. Il va donner ce résultat et ainsi de suite pour les autres. Les opérateurs de comparaison, donc l'égalité, l'inégalité, c'est là, inférieur, supérieur égal, like, égalité de chaîne de caractères. On peut vérifier l'égalité entre deux chaînes de caractères par le mot-clé like. Toto, like, T. Cette étoile, ça veut dire n'importe quel caractère après le T. Donc, si on va vérifier que le premier caractère T ici est égal à T, donc on aura le résultat true. Is, comparaison de deux variables objets, par exemple objet 1 is object 2. Ils vont retourner la valeur true si les deux objets font référence au même objet, c'est-à-dire ils sont égaux. Is not, comparaison de deux variables objets. Objet 1 is not object 2. Type of is, comparaison de type de la variable avec le type de données. Type of object 1 is client. Les opérateurs de concaténation. Deux opérateurs, le plus et le AND, peut être utilisé pour la concaténation des chaînes de caractères. Cependant, la destination première de l'opérateur plus est l'addition de valeurs numériques. Il possède une fonction assez complexe en cas d'utilisation sur des chaînes de caractères. Les règles suivantes sont appliquées. Si les deux opérandes sont numériques, alors il y a addition. Si les deux opérandes sont de type string, alors il y a de concaténation. Si un opérande est numérique et le deuxième il est de type string, alors un autre paramètre entre jeu. Si le compilateur est configuré avec l'option strict, une erreur de compilation est générée. Une erreur de compilation est générée. Si le compilateur est configuré avec l'option strict off, la chaîne de caractères est implicitement convertie en type double, puis additionnée. Si la chaîne de caractères ne peut pas être convertie en double, alors une exception est générée. Pour éviter de se poser toutes ces questions, préférez l'utilisation de l'opérateur AND avec cet opérateur. Si l'un des opérands n'est pas de type string, il est automatiquement converti vers ce type avant la concaténation. L'inconvénient de l'opérateur AND est qu'il n'est pas très rapide. Si vous avez de nombreuses concaténations
à exécuter sur une chaîne, il est préférable d'utiliser la classe string builder. Exemple. Dim durée I is integer. Dim lièvre à string, dim tortue à string, dim début, fin à date. Début est égal à now. Now, c'est une fonction qui va renvoyer la date du système et qui va être affectée à la variable début. For I est égal à 0 to 100 000, tortue est égal à tortue, and espace I. Next. Fin est égal à now. Donc on va sauvegarder, une fois cette instruction exécutée, on va sauvegarder aussi la date de fin. Durée est égale à date diff. Donc on va calculer la différence de date en secondes entre le début et la fin. Durée pour la tortue, il va être égal à la durée. Donc on va calculer la durée pour la tortue. Pour passer de 1 à 1000. Dim SB as new string builder. Donc SB, c'est une variable de type classe string builder. C'est une instance. For I est égal à 0 to 1000, 100 000. Si.append. sb.append I. Next. Lièvre est égal à sb.toString. Fin est égal à now. La différence de date est calculée et la durée il va être égal à donc on va être égal à la durée et on va bien sûr vérifier si la durée du lièvre est égale à la durée de tortue. Pardon, la chaîne de lièvre est égale à la chaîne de tortue. Et on va afficher un message de comparaison. Les opérateurs logiques. And, or, XOR, not, and also, or else. Ordre d'évaluation des opérateurs. Lorsque plusieurs opérateurs sont combinés dans une expression et sont évalués dans un ordre bien précis, les opérations arithmétiques sont exécutées en premier, puis les opérations de comparaison et enfin les opérateurs logiques. Les opérateurs arithmétiques ont entre eux également un ordre d'évaluation dans une expression. L'ordre d'évaluation est le suivant. La puissance, la négation, la multiplication et division, puis la division entière, puis le modulo, puis l'addition et soustraction, concaténation des chaînes. La concaténation des chaînes aussi par int. Mais on peut résoudre ce problème si on a oublié l'ordre d'évaluation ou l'ordre de priorité des opérateurs, on peut utiliser les parenthèses, comme cet exemple. X, Z fois 4, ils vont être évalués avant la puissance, et Y fois A plus 2 vont être évalués avant qu'ils soient en puissance. Les structures de décision. Deux solutions sont possibles. La structure if condition then, else if, l'imbrication de test. Structure select a case. La structure select case permet un fonctionnement équivalent mais offre une meilleure lisibilité de code. La syntaxe est la suivante. Select case variable
valeur 1, valeur 2, valeur 3, case else et select. Les valeurs attestées dans les différentes cases peuvent être regroupées dans l'exemple suivant. Voilà, select case, réponse, case oui, oui, console.writeLine, select case, non, non, case else, and writeLine, réponse de non. Donc ici, on peut concaténer ou regrouper plusieurs valeurs de case, ou bien définies sous forme d'intervalle ou de comparaison. Case 8 to 12. Donc ça, on peut définir un intervalle de valeurs, on peut prendre l'heure. Les structures de boucle. Les structures de boucle while and while. La syntaxe, on peut faire while condition bloc d'instruction and while. Donc si la condition, tant que la condition est réalisée, on va faire ce bloc d'instruction et on finit. Structure do loop. Do while condition loop. Donc on faire ceci tant que la condition est réalisée. Et on va revenir au final et refaire le code bloc. Do. On va faire le code bloc jusqu'à que la condition est réalisée. Faire jusqu'à une condition ce bloc et on va refaire le même bloc. Ou on va faire le bloc jusqu'à ce que la condition est réalisée. Structure for next. Syntaxe. For. On va définir le compteur initial et la valeur finale du compteur et on va exécuter le bloc. Donc c'est un compteur, c'est une itération avec compteur. Structure for each next. Notre syntaxe de la boucle for next permet d'exécuter un bloc de code pour chaque élément contenu dans un tableau. Donc ici, on utilise le for each comme on a vu dans l'exemple précédent si on veut parcourir ou rechercher un élément dans un tableau ou dans une collection. La syntaxe générale de cette instruction est la suivante. For each element in table. Bloc de code next. Donc on va chercher un élément dans un tableau. C'est-à-dire on va parcourir tout le tableau pour rechercher cet élément. Autre astuce, structure using and using. Ces structures sont utilisées pour l'accès aux bases de données. On va voir un exemple. Donc on va définir une variable de type la classe SQL Connection. Donc ça, c'est une variable qui s'appelle Connection. Connection can use SQL Connection, data source. Donc on va définir la source des données. Using Connection. Donc on va utiliser cette connexion. Utilisation de la connexion. And using pour sortir ou libérer de la connexion. Donc using and using, ils sont utilisés pour la connexion généralement et la déconnexion du base de données. Structure with and with. Cette structure permet d'exécuter une série d'opérations sur un objet sans avoir à rappeler à chaque fois son nom. Il facilite énormément la lecture du code et améliore également les performances. Il suffit de spécifier à l'aide de mots-clés with le nom de la variable à utiliser et jusqu'au mot-clé and with. Ce nom sera sous-entendu. Les différents éléments de l'objet seront disponibles
sont les préfixes avec le nom de la variable. Exemple, dim connection as new SQL connection. Connection égale new SQL connection data source with connection open, close and with. Donc, on va partir avec with pour ouvrir la connexion. With connection. Si on a cette connexion, on va l'ouvrir et par la suite on ferme et on sort de cette variable. Donc au lieu de redéfinir là, donc d'appeler la variable à chaque fois, on va utiliser le with et le end with. Les procédures et fonctions. Les procédures sont des fonctions qui ne renvoient rien, les fonctions sont des procédures qui renvoient des valeurs. Dans Visual Basic, 4 types de procédures sont disponibles. La procédure SAP qui exécute simplement un bloc de code à la demande. La procédure événementielle qui sont appelées automatiquement lorsqu'un événement se produit pendant le fonctionnement de votre application. Exemple, clic de la souris, touche de clavier, etc. Les fonctions qui exécutent un bloc de code et renvoient le résultat de leur calcul au code qui les était appelé. Les procédures property qui permettent de manipuler les propriétés de l'objet créé dans l'application. Les procédures opérateurs utilisées pour modifier le fonctionnement d'un opérateur lorsqu'il s'applique à une classe ou une structure. On l'appelle aussi le surcharge des opérateurs. La procédure SAP. Le code d'une procédure doit être placé entre le mot-clé SAP et le SAP. La procédure doit être nommée. Ce nom sera utilisé lors de l'appel. La syntaxe générale de la déclaration est la suivante. SAP affiche résultat. C'est une procédure. Instruction 1. Console.writeLine, ça marche. Instruction N. Donc on a déclaré une procédure qui s'appelle affiche résultat. Il commence la procédure toujours par SAP et NDSAP. L'appel de la procédure. On fait call affiche résultat. Donc on précède la procédure par le mot-clé call. Procédure événementielle. 2 éléments distincts entre une procédure classique d'une procédure événementielle. L'appel de la procédure se fait automatiquement lorsqu'un événement géré par la procédure se produit dans votre application. Exemple, SAP, bouton OK, clic. On va passer par valeur, sender as object et as event system arguments. Handle, button, point, clic. Le mot-clé handle spécifie l'objet et l'événement pour lequel la procédure sera exécutée. On peut voir clic, mouse down, mouse over et d'autres événements. Les fonctions. Exemple de fonctions. Les fonctions y commencent toujours leur déclaration par fonction et se terminent par end function. Le nom de la fonction et les paramètres, le type de valeur de retour. On peut avoir des paramètres à l'intérieur, comme on peut ne pas avoir des paramètres qui vont être passés à la fonction. Procédure prototype, procédure property. Property and property. Il commence toujours par property et and property. Le nom de propriété a ce type de la propriété. Donc on va définir ici le type de la propriété. Les propriétés, ils permettent d'afficher une valeur et d'affecter une valeur.
avec les deux méthodes get et set. Le bloc compris entre get et end-get contient le code exécuté lors de l'exécution de la lecture de la propriété. Le bloc compris entre set et end-set contient le code exécuté lors de l'affectation d'une valeur à la propriété. Les paramètres est destiné, comme dans le cas d'une procédure classique, à faire passer de l'information vers le bloc de code. Les procédures opérateurs. Ce type de procédures permettent de redéfinir d'un opérateur standard du langage pour l'utiliser sur des types personnalisés, classes ou structures. Prenons un exemple avec la structure client déjà utilisée. Donc on dit aussi la procédure opérateur. C'est une surcharge d'un opérateur ou redéfinition d'un opérateur. Exemple, public sub test bim C1 C2 as client et on va initialiser les propriétés de chaque client 1 et 2. On va affecter aux propriétés de client 3 la concaténation des valeurs des propriétés de client 1 et 2. Cette opération ne sera pas reconnue par le compilateur parce que cette addition n'est pas reconnue pour les structures de type client. Pour ce faire, pour résoudre ce problème, on doit redéfinir l'opérateur plus pour les structures. Public structure client, public code as integer, public nom as integer, public pronom as integer, public shared operator. Donc on va redéfinir un opérateur commun avec cette fonction shared operator plus client 1 et client 2 comme paramètre de cette fonction de surcharge d'opérateur plus et qui renvoie un type de type structure client. Dim C as client, C.code égale à C1 code.C2 code et ainsi de suite. On va terminer le surcharge par le end opérateur. End structure. Merci pour votre attention. À bientôt.